bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on a une mission assez ambitieuse. Très ambitieuse même. Ouais. Notre but, c'est de plonger vraiment au cœur de la science comportementale pour dénicher des outils concrets. Des outils validés par la recherche qui peuvent radicalement transformer la dynamique au sein d'un foyer. C'est ça. Et pour ça, on va se pencher sur les travaux du professeur Alan Kasdin. C'est un chercheur très respecté de l'université de Yale et on s'appuie sur son approche détaillée dans son livre « Éduquer sans s'épuiser ». Un ouvrage vraiment incontournable. Absolument. Mais avant de rentrer dans la théorie, posons un constat que quiconque a déjà interagi avec un enfant reconnaîtra forcément. On a tous, un jour ou l'autre, fini par crier, ou par punir un comportement difficile par pur épuisement. Ah oui, on y passe tous. C'est ça. On se retrouve parfois dans cette situation un peu absurde où l'on hurle « Arrête de crier !» à un enfant en espérant secrètement que ça ramène le calme. Ce qui est très paradoxal. Bah oui, c'est humain, c'est instinctif, mais apparemment, la science porte un regard très, très critique sur cette réaction. Ce qui est fascinant ici, c'est de comprendre pourquoi nous tombons tous dans ce panneau. Les études scientifiques démontrent de manière assez implacable que la punition ou le simple fait d'élever la voix, c'est l'outil le moins efficace possible pour induire un véritable changement de comportement, surtout sur le long terme. Et pourtant, on continue à le faire, quotidiennement. Voilà pourquoi. Parce que, sur le moment, l'adulte obtient souvent gain de cause. L'enfant est surpris ou il est effrayé, et paf, la bêtise s'arrête net. Du coup, j'imagine que pour le parent qui est à bout de nerfs, cet arrêt immédiat, c'est un énorme soulagement. Un soulagement immense. Ça donne vraiment l'impression d'avoir repris le contrôle de la situation, quoi. C'est tout à fait ça. Et la neurologie l'explique très bien en fait. Cet arrêt immédiat du bruit ou du chaos, ça agit comme une récompense instantanée pour le cerveau de l'adulte. Une récompense Oui. C'est une décharge de soulagement qui vient renforcer... qui renforce le comportement du parent. Exactement. Le cerveau de l'adulte enregistre l'équation suivante. J'ai crié, le problème s'est arrêté. Donc crier est la bonne solution. Ah oui, c'est terrible. C'est un mécanisme psychologique redoutable. Ça s'apparente presque à une addiction à court terme. Mais les données longitudinales sont catégoriques. La fréquence du mauvais comportement chez l'enfant ne diminue pas avec le temps. Elle ne diminue pas du tout. Non, au contraire. L'enfant s'habitue à la sanction ou au cri. Et ça oblige l'adulte à punir toujours plus fort ou à crier toujours plus fort la fois suivante. Ce qui crée une escalade épuisante et complètement sans issue. C'est exactement le mot. Épuisant. Bon, décortiquons tout ça, parce que c'est un peu déprimant dit comme ça. C'est super facile de dire en théorie, dans un laboratoire, qu'il ne faut pas punir. Mais dans la vraie vie, à 19h, quand tout le monde est fatigué et que le ton monte, comment on fait? C'est la grande question. Bah oui, par quoi est-ce qu'on remplace ce vieux réflexe de sévir? La première étape proposée par le professeur Carthan Kasdan demande un véritable effort mental, parce qu'elle va vraiment à l'encontre de notre programmation naturelle. C'est-à-dire? En fait, notre cerveau possède ce qu'on appelle un biais de négativité. On est biologiquement programmé pour repérer les anomalies, les menaces et donc ceux qui clochent. Pour notre survie, à la base. Voilà. Donc quand un enfant court dans le salon, notre cerveau voit un danger ou une nuisance. Et notre réaction immédiate, c'est de dire « ne cours pas ». C'est logique. Mais l'alternative scientifique, c'est de basculer vers ce qu'il appelle l'opposé positif. Ah! C'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc, au lieu de se focaliser sur ce qu'on veut faire disparaître, on doit formuler ce qu'on veut voir apparaître. Précisément, si on dit à quelqu'un d'arrêter de faire quelque chose, on lui donne une interdiction. Mais on ne lui donne aucun mode d'emploi pour la suite. On ne lui dit pas quoi faire à la place. C'est ça. L'opposé positif force l'adulte à définir très clairement le comportement de remplacement. Par exemple, au lieu de s'époumoner à crier « arrêtez de vous bagarrer », Ce qui n'a jamais marché, soit dit en passant. jamais, on doit formuler l'objectif, c'est-à-dire jouer ensemble de manière respectueuse. Ou alors, garder ses mains pour soi. C'est une bascule mentale qui semble simple sur le papier, mais qui demande pas mal de pratique. En fait, au lieu de jouer au policier qui traque l'infraction, on devient une sorte de metteur en scène. On indique le rôle à jouer. C'est une très belle image. On devient un guide. Et ça libère une énergie folle pour les parents. Mais du coup, une fois qu'on a cet opposé positif en tête, comment on le fait appliquer sans retomber dans les vieux travers? C'est là qu'entre en jeu la méthode centrale de cette approche, la fameuse méthode ACC. Pour antécédents, comportements et conséquences.
C'est ça, c'est une séquence extrêmement précise. Et si on commence par le A, les antécédents, on parle de tout ce qui prépare le terrain. Le contexte, en gros. Oui, c'est l'art de formuler une demande pour maximiser les chances qu'elle soit exécutée. Ça inclut le moment choisi, l'environnement, la proximité physique et même le ton de la voix. C'est intéressant parce que c'est souvent là qu'on trébuche en premier. On a tous en tête l'image du parent qui aboie un ordre depuis la cuisine, genre viens mettre la table », à un enfant qui est complètement absorbé par un écran dans le salon. C'est le classique. Ou alors l'exemple très parlant de l'adolescent qui rentre du collège. Il vient d'à peine de franchir la porte d'entrée, il a encore son énorme sac lourd sur le dos et il se fait immédiatement bombarder de questions ou de directives sur ses devoirs. Ah oui, l'agression dès le pas de la porte. Kasdin utilise une image que je trouve très pertinente pour décrire ça. Il compare cette situation à un accident de décompression chez les plongeurs sous-marins. Ah, j'aime beaucoup cette métaphore. Elle est très juste. L'enfant passe d'un environnement scolaire très normé et très stressant à l'environnement familial, et on ne lui laisse absolument aucun palier de décompression. Et le résultat? Il se braque. Il se braque, il grogne ou il s'enferme direct dans sa chambre. D'accord, donc aboyer de loin ou agresser sans palier de décompression, ce sont de mauvais antécédents. Quels sont les antécédents qui fonctionnent, selon la recherche? Il y a plusieurs techniques prouvées. La première est très mécanique. C'est la proximité physique. Il faut se déplacer, entrer dans le champ de vision de l'enfant. S'approcher physiquement? Systématique du « s'il te plaît ». Le s'il te plaît. On pourrait penser que c'est juste une question de politesse basique, non? En quoi est-ce une vraie technique comportementale? Ce n'est pas qu'une convention sociale. C'est en fait une astuce physiologique pour l'adulte. Physiologique. Essayez de crier un ordre menaçant en commençant par « s'il te plaît ». C'est presque impossible. Le fait de prononcer ces mots force littéralement nos cordes vocales et notre cerveau à adoucir le ton. C'est fou ça. Et ça retire immédiatement la perception de menace pour l'enfant, ce qui diminue d'autant son réflexe défensif d'opposition. C'est un vrai hack du cerveau. Totalement. Et une autre technique d'antécédent très puissante, abordée par les chercheurs, c'est l'illusion du choix. Attendez, l'illusion du choix. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est lui demander s'il a envie ou non de ranger sa chambre, parce que s'il a le choix, la réponse sera non à tous les coups. Non, justement, le choix ne porte jamais sur l'exécution de la tâche, il porte sur ses modalités. Ah, subtil. Très subtil. On ne demande pas s'il veut s'habiller, on demande « tu préfères mettre le t-shirt bleu ou le pull rouge aujourd'hui ?» La tâche finale est accomplie, mais l'enfant a le sentiment d'avoir du pouvoir sur la situation. Ce qui fait chuter la résistance. Complètement. J'ai un exemple très concret tiré des notes de recherche concernant un petit garçon de 3 ans, Max. Ah oui, l'histoire de ce petit garçon avec le brossage de dents. Racontez-nous comment ça s'est passé, c'est super représentatif. Max refusait catégoriquement de se brosser les dents. Chaque soir, c'était devenu un rapport de force épuisant. Sa mère finissait par le maintenir pour lui brosser les dents de force pendant qu'il pleurait. L'horreur, la contrainte à son maximum. Voilà. Et puis, elle a complètement modifié ses antécédents. Un soir, elle l'a emmené dans la salle de bain et lui a dit d'un ton très neutre et très calme « Tu sais, la plupart des enfants de ton âge se brossent les dents tout seuls. Si tu ne veux pas le faire ce soir, ce n'est pas grave, tu n'as qu'à juste te rincer la bouche. » Elle a donc complètement retiré la pression, elle lui a carrément donné une porte de sortie. Oui, en enlevant la menace et en introduisant subtilement une norme sociale valorisante, celle des grands garçons, elle a changé toute la dynamique. L'enfant n'avait plus besoin de lutter contre une force opposée. Et ça a marché. Résultat des courses, en espèce de Kertainurapen, sans aucun cri, Max a pris l'initiative de demander sa brosse à dents. C'est fascinant de voir à quel point la résistance d'un enfant est souvent juste proportionnelle à la pression qu'on lui met. C'est de la physique de base. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la suite? Ça nous amène logiquement au C de la méthode, les comportements. Avec Max, le comportement a fini par émerger de lui-même grâce à un bon antécédent. Oui, Mais soyons réalistes, comment on fait quand l'enfant, malgré un antécédent parfaitement formulé, avec une voix douce et un joli choix, ne fait absolument jamais ce qu'on attend de lui, on reste bloqué? non, pas du tout. C'est là qu'intervient une notion fondamentale en psychologie comportementale, le façonnement, ou shaping en anglais. Le façonnement? Le principe du façonnement, c'est d'abandonner l'idée d'obtenir le comportement parfait du premier coup. Il s'agit de diviser l'objectif final en étapes minuscules, presque ridicules, et de valoriser la moindre petite approximation de ce comportement. Donc, en gros, on revoit nos exigences à la baisse dans un premier temps. En quelque sorte, oui.
L'erreur majeure des adultes, c'est d'exiger une exécution totale et parfaite immédiatement. Pourtant, on sait très bien faire du façonnement naturellement quand les enfants sont tout petits. Ah bon? Bien sûr. Pensez à l'apprentissage de la marche ou du langage. Quand un bébé essaye de dire maman et qu'il lâche un vague son comme ma, aucun parent ne lui répond dans ton soc non, c'est maman, 2 syllabes, recommence. Ce serait absurde. On s'extasie, on applaudit, on renforce cette tentative imparfaite. Mais dès que l'enfant grandit, curieusement, on perd cette indulgence. C'est tellement vrai. Si on lui demande de ranger sa chambre et qu'il ne range qu'une seule chaussette, on a tendance à critiquer tout ce qui reste par terre au lieu de valoriser cette unique chaussette ramassée. On en revient à ce fameux biais de négativité dont vous parliez plus tôt. L'œil est direct attiré par le désordre qui reste, pas par la petite action positive. Exactement. L'histoire du petit Anton avec la nourriture illustre très bien ce concept de façonnement, non? Tout à fait. Anton, c'est un petit garçon qui refusait en bloc tous les légumes. Son régime alimentaire se limitait quasiment aux frites et aux pâtes. Un grand classique là aussi. Si ses parents exigeaient qu'il finisse une assiette de brocolis, c'était la crise assurée. Le comportement était tout simplement hors de sa portée. Donc comment ils ont appliqué le façonnement? Le façonnement, dans ce cas, c'est de placer la barre à un niveau où l'enfant peut réussir. Les parents ont commencé par lui demander de prendre juste une seule bouchée d'un légume. Une seule bouchée. Et cette unique bouchée était accueillie avec des félicitations immenses. L'enfant ne se sent plus face à une montagne infranchissable. Et on s'appuie sur ce petit succès pour augmenter progressivement la demande au fil des semaines. C'est très logique pour une action physique, comme manger ou ranger. Mais j'ai envie de me faire l'avocat du diable. Allez-y. Que fait-on avec un comportement purement émotionnel? Par exemple, un enfant qui explose de colère chaque fois qu'on lui dit non, au point où la situation devient dangereuse. On ne peut pas façonner une colère à moitié. Comment on gère ça? Pris le dessus, il est submergé par l'émotion. C'est pourquoi la science recommande une autre technique pour ces cas extrêmes, le jeu de rôle. Le jeu de rôle, comme une pièce de théâtre. Exactement. Il s'agit de créer artificiellement l'occasion de réussir, mais à un moment où tout le monde est détendu, bien loin du moment de crise. Il y a ce cas d'école avec une petite fille nommée Lia qui faisait des colères terribles au moindre refus. Et qu'a fait sa mère? Sa mère a inventé le jeu de la colère. Un samedi après-midi très tranquille, elle dit à Lia « On va jouer, je vais faire semblant de t'interdire de regarder la télévision. Ton but, c'est de faire une bonne colère, c'est-à-dire me dire que tu n'es pas contente, mais avec une voix calme, sans crier ni taper. Si tu réussis, tu gagnes un point. » C'est un peu comme un exercice d'évacuation incendie, en fait. On s'entraîne à sortir dans le calme quand il n'y a pas de feu, pour que le corps sache quoi faire le jour où il y a vraiment une urgence. C'est la métaphore parfaite. On entraîne le système nerveux en dehors de la zone de danger. Lia a joué le jeu, elle a simulé son mécontentement calmement, et sa mère a pu déployer la dernière étape de la méthode ACC, les conséquences positives. Ah, on y arrive. La mère a pu la féliciter abondamment, ancrant ainsi dans le cerveau de la petite fille qu'exprimer sa frustration calmement, ça lui rapporte de l'attention positive. Parlons-en de ces conséquences, le deuxième C. C'est peut-être la partie la plus mal comprise de tout ça. Souvent, on pense que les conséquences, ce sont les punitions, ou alors les tableaux de gommettes et les récompenses matérielles. Oui, les fameux bons points. Mais les recherches que nous étudions mettent en avant quelque chose de bien plus immatériel et puissant, n'est-ce pas, Abel? Absolument. Les systèmes de points, ça peut être utile au début pour amorcer la pompe, mais ça c'est limite. Les études montrent que le renforçateur de comportement le plus puissant à disposition d'un parent, c'est la félicitation. La simple félicitation, Madeleine. Mais attention, pas n'importe laquelle. Les psychologues parlent de félicitations d'haute qualité. C'est-à-dire? Vague sait bien marmonner sans lever les yeux de son téléphone, ça n'a aucun impact neurologique sur la modification d'un comportement. Une félicitation de haute qualité, alors ça ressemble à quoi? Quels sont les ingrédients secrets pour que ça marque vraiment l'esprit de l'enfant? Les chercheurs ont identifié 3 ingrédients indispensables qui doivent être réunis. Premièrement, la spécificité. Soyez précis. Il faut nommer exactement ce qui a été bien fait. Au lieu de dire « bravo pour ta chambre », on dit « j'aime beaucoup la façon dont tu as aligné tes chaussures et mis tes livres sur l'étagère ». L'enfant sait précisément ce qu'il devra reproduire. D'accord. Deuxième ingrédient. L'enthousiasme. Il faut y mettre une vraie énergie, un ton joyeux. Bien sûr, on adapte l'intensité. On fera de grands sourires très expressifs à un enfant de 4 ans et on sera un peu plus mesuré avec un adolescent de 15 ans pour ne pas l'infantiliser.
Et le troisième ingrédient pour que ça marche? C'est le contact physique, une tape affectueuse sur l'épaule, un câlin, lui ébouriffer les cheveux ou un simple high five. Pourquoi le physique est si important? Parce que le toucher libère de l'ocytocine et de la dopamine, ce qui scelle littéralement l'apprentissage dans le cerveau. Et quand on combine ces trois ingrédients à la suite d'un bon antécédent et d'un comportement façonné, on obtient ce que le docteur Kasdin appelle la pratique renforcée. La pratique renforcée. C'est le cœur du réacteur de toute cette science. Si je comprends bien, c'est l'idée que le caractère ou les bonnes habitudes ne se forgent pas par des grands discours de morale, mais par la répétition mécanique de ces petites boucles de succès. C'est exactement cela. L'objectif est de faire répéter l'action souhaitée le plus grand nombre de fois possible et de l'associer systématiquement à une émotion très positive via cette félicitation de haute qualité. On crée un automatisme joyeux. Les connexions neuronales se renforcent à chaque passage. C'est comme créer un nouveau sentier dans une forêt. Au début, il faut débroussailler, c'est difficile. Mais plus on l'emprunte, plus il devient large, dégagé et facile à suivre. C'est très éclairant. Et ce qui est fascinant, c'est que ça ne s'applique pas qu'aux tout petits. Les notes mentionnent le cas d'Oscar, un adolescent de 13 ans. Ah oui, l'âge critique. L'âge critique de l'opposition, Oscar était très sédentaire, toujours enfermé, et il refusait systématiquement d'accompagner son père au club de rugby le week-end. Les injonctions du type « tu dois prendre l'air » ne donnaient rien du tout. Avec les adolescents, la frontalité est souvent la pire stratégie possible. Le père d'Oscar a utilisé une déclinaison très subtile de l'antécédent qu'on appelle le démarrage. Le démarrage? Le but est juste de briser l'inertie du corps. Il a proposé à Oscar de simplement l'accompagner au stade, en voiture, en lui assurant qu'il n'avait aucune obligation de jouer ou de courir. Il l'a dédouané de l'effort. Il lui a dit qu'il pouvait simplement rester assis sur le banc, profiter du goûter et regarder son téléphone s'il le voulait. Il a donc considérablement baissé la barre de l'exigence, un peu comme pour le façonnement avec les légumes Danton, et il a utilisé l'illusion du choix. Tout à fait. En retirant la pression de la performance physique, le père a obtenu que l'adolescent se lève, s'habille et l'accompagne. Ce qui était déjà une victoire immense par rapport aux semaines précédentes. Et j'imagine que la magie a opéré une fois sur place. Devinez quoi? L'inertie étant vaincue, stimulée par l'environnement et surtout l'absence de contraintes, Oscar a fini par se lever de lui-même pour aller tâter le ballon avec les autres. C'est magique. Et bien sûr, le père a pu consolider tout cela par des encouragements sincères sur le chemin du retour, fermant ainsi la boucle de la pratique renforcée. C'est une belle histoire pour clore nos exemples. Avant de terminer, je pense qu'il est crucial de rappeler l'esprit global de cette approche comportementale. Parce qu'on pourrait avoir l'impression, en parlant de façonnement ou de renforcement, qu'il s'agit de dresser des enfants comme on dresserait des petits robots pour avoir une maison silencieuse. C'est une critique que l'on entend parfois, mais elle passe à côté de l'essentiel. L'objectif profond de la méthode ACCE n'est absolument pas d'obtenir une obéissance militaire. Quel est-il alors? L'objectif, c'est de modifier le comportement des adultes. En nous donnant des outils clairs, cette méthode nous permet de cesser d'être des tyrans épuisés. Elle vise à remplacer les luttes de pouvoir quotidiennes et les cris par des interactions positives pour créer ce que les chercheurs appellent un climat familial serein et chaleureux. Cela soulève tout de même une question pratique sur nos attentes en tant que parents. On met en place tout ça, mais y aura-t-il des jours où ça ne marchera pas? Cela soulève une question importante, en effet. Et la réponse est évidemment oui. Et c'est là qu'il faut viser la régularité plutôt que la perfection. On lâche du lest. Le cerveau humain est complexe. La fatigue, la faim ou une mauvaise journée à l'école viendront toujours perturber la mécanique. Le but n'est pas d'atteindre 100% d'obéissance, ce qui serait malsain de toute façon. C'est sûr. Le but est d'augmenter significativement le ratio des interactions positives par rapport aux interactions conflictuelles. C'est un changement de philosophie profond. On passe vraiment de la sanction de l'échec à la construction active du succès. Pour terminer notre exploration aujourd'hui, j'aimerais vous laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y a une réflexion plus large que nous pourrions tirer de tout ça? Oui, il y a une idée qui me passionne et qui prolonge les principes que nous venons de discuter. Nous avons vu à quel point cette séquence exacte, préparer le terrain avec bienveillance, faire des petits pas et se féliciter chaleureusement, est redoutablement efficace pour modifier les habitudes sans aucune coercition. Chez les enfants. Chez les enfants. Mais imaginez un instant ce qui se passerait si nous, les adultes, nous appliquions cette même science exacte à nous-mêmes. C'est-à-dire s'auto-appliquer la méthode ACC. Exactement.
Pensez à toutes les fois où nous essayons de changer nos propres habitudes d'adultes. Se mettre au sport, arrêter de scroller sur son téléphone tard la nuit ou manger plus sainement. On a tous nos batailles. Très souvent, notre premier réflexe est l'autocritique, la punition mentale en cas d'échec. Nous agissons comme des parents très sévères avec nous-mêmes. C'est vrai qu'on est souvent notre pire juge. Imaginez les résultats si, au lieu de nous culpabiliser, nous utilisions la pratique renforcée. Préparer nos propres antécédents de manière stratégique, découper nos objectifs en étapes minuscules et ridicules, et surtout, nous accorder de véritables félicitations spécifiques et enthousiastes pour nos micro-succès, au lieu de nous flageller pour nos lacunes. Se traiter avec la même pédagogie. La bienveillance, appliquée comme une méthode scientifique rigoureuse, ça pourrait bien être la clé du véritable changement, quel que soit notre âge. Quelle perspective fascinante pour clore cette discussion. Appliquer l'opposé positif et la pratique renforcée à nos propres vies d'adultes. Voilà de quoi nourrir les réflexions de tous ceux qui nous écoutent pour les prochains jours. J'espère bien. Un immense merci de nous avoir guidés à travers les rouages complexes, mais tellement logiques, de nos comportements. C'est sur cette belle invitation à la bienveillance stratégique que s'achève notre plongée d'aujourd'hui. À très vite pour une nouvelle exploration de ces idées qui transforment notre quotidien.